Bonjour, je suis Chancela Tchala, journaliste de formation. Excellente semaine et bienvenue dans cette nouvelle session de podcast sur votre chaîne d'actualité Chancela Tchala News. Continuez à vous abonner, continuez à laisser vos avis en commentaire et surtout n'hésitez pas à nous suggérer des ouvrages auxquels nous pouvions partager avec d'autres Congolais en quête de la connaissance. La dernière fois, nous nous étions arrêtés dans la lecture sur l'histoire de la RDC entre les 17 mai et les 21 mai 1997. À l'époque, c'était encore les Zaïre, la fuite du maréchal Mobutu et l'arrivée de l'AFDEL qui a été soutenue par le Rwanda et par l'Ouganda. Nous avions précisé que la ville de Kinshasa n'a pas été fracassée ou n'était pas tombée par la puissance ou la force des alliés à Laurent Désiré Kabila, mais surtout Kinshasa était tombée grâce à un militaire qui a été d'abord ancien militaire des forces zaïroises à l'époque et qui s'était retiré en Angola pour revenir ensuite en aide en 1996 à Laurent Désiré Kabila. Il est parti de l'Angola pour l'Ouganda, ensuite le Rwanda, afin de prendre part à la formation de ce qu'ils ont appelé plus tard Alliance des forces démocratiques pour la libération, qui était venu avec en tête Laurent Désiré Kabila, qui devient plus tard le président de la République démocratique du Congo. Nous allons les voir achever avec les paragraphes qui suivent où nous étions arrêtés avant de continuer avec les nouveaux chapitres. Nous ne sommes pas sur Holocauste Congo, nous sommes sur ces tueurs Tutsis. Dès qu'on va achever avec ces chapitres, on va revenir sur Holocauste au Congo. Si vous ne savez pas, la République démocratique du Congo, dans sa partie Est, fait face aux atrocités depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, ces atrocités remontent de 1994, lors de la guerre entre le peuple rwandais, le Rwanda qui fait partie des pays voisins de la RDC dans sa partie Est. Paul Kagame, qui était à la tête de la milice composée essentiellement de Tutsis, qu'on a qualifié de FPR, à l'époque, a exigé à des victimes, notamment de Hutus, des victimes rwandaises de cette guerre-là, de pouvoir se réfugier. En quelque sorte, il les a contraints à trouver refuge à l'est de la RDC. C'était en réalité un plan qui va aboutir à ce que nous appelons aujourd'hui génocide à l'est de la RDC, simplement parce qu'il y a eu plus de 10 millions de personnes déjà tuées par l'armée terroriste rwandaise, sans compter les 500 000 femmes violées, éventrées et massacrées. Et aussi, n'oubliez pas les enfants qui, à l'âge d'adolescence, se font recruter par des forces armées des pays voisins de la RDC, en l'occurrence du Rwanda et de l'Ouganda. Nous continuons à partager ces informations dans l'optique de pouvoir éveiller davantage les consciences des Congolais afin de pouvoir le préparer devant toute éventualité. Aujourd'hui, le monde, au travers de la communauté internationale, semble oublier et fermer les yeux face aux atrocités auxquelles vivent les peuples congolais dans sa partie Est. Seul le Congolais peut être capable de pouvoir résoudre ces problèmes et ça partira par la connaissance que nous devons acquérir tous en tant que peuple. Continuez à compter sur l'aide de la communauté internationale. Continuez à attendre à ce que cette communauté sanctionne le Rwanda. Ça pourrait ne pas arriver parce que la plupart des parties prenantes au sein de cette communauté internationale font partie de ceux qui soutiennent militairement, économiquement, financièrement le Rwanda. À nous, peuple congolais, de pouvoir nous lever comme un seul homme et de nous battre jusqu'au bout pour restaurer l'intégrité territoriale de notre pays, mais aussi pouvoir affirmer notre indépendance au niveau national et international. Depuis des années, les extrémistes Tutsis du Rwanda ne cessent de surenchérir sur le rôle primordial qu'ils auraient joué dans la chute de Mobutu. James Kabarebe déclare à ses propos: « Le Rwanda a fourni les gros des troupes qui ont permis la conquête du Zaïre. » Cette imposture des extrémistes Tutsis rwandais met Victor Poyo hors de lui. Dire que la révolution de 1997 a été possible grâce à Kagame et à ses hommes, c'est de la foutaise et je dirais même une insulte aux Congolais et à l'Angola. C'est l'Angola qui a fourni le moyen financier, les militaires et les armes. Sur cette révolution, c'est l'Angola qui mérite notre respect et notre reconnaissance. Quant au Rwanda, son intérêt s'est limité à la traque de Hutus réfugiés au Zaïre dont il voulait se venger en les exterminant. Ce qui est certain,
c'est que le Rwanda, lui, a complètement atteint ses objectifs. Nous y reviendrons au chapitre 11. Alors, pour ne pas perturber l'ordre, je vais sauter. Au lieu d'aller au chapitre 5 de cet ouvrage, je vais directement atterrir sur les chapitres 11 pour savoir un peu plus sur la pensée que l'auteur a essayé de communiquer en nous renvoyant à ces chapitres 11. Le chapitre 11 est intitulé « Extermination des camps du Congo ». Ici, il s'agira certainement de démontrer que la malice ou la ruse rwandaise visait à exterminer ce qu'il qualifie des génocidaires qui s'étaient réfugiés dans l'est de la RDC en fouillant les atrocités qui ont eu lieu en 1994. Jusqu'aujourd'hui, plusieurs années plus tard, la communauté internationale continue à fermer les yeux pour ne pas se poser des questions, de savoir sur base de quoi la guerre a-t-elle éclaté. Qu'est-ce qui est à la base ou à la cause de cette guerre entre le Hutu et les Tutsis en 1994? Et pourquoi c'est à la République démocratique du Congo de pouvoir en payer les prix, sachant qu'à l'époque, la RDC, qui était les Zaïre, n'a fait que recevoir des réfugiés en toute bienveillance, en disant que ben voilà, nous sommes un pays hospitalier, nos voisins sont dans une détresse absolue, nous devons les recevoir, leur offrir un espace de vie en attendant que la situation soit restaurée pour qu'ils retournent chez eux. Aujourd'hui, non seulement la RDC paye les prix des choses qu'elle n'a pas commises ou des infractions qu'elle n'a absolument pas commises, la RDC continue à faire face à ces gens-là qui étaient venus comme étant des réfugiés qui se veulent aujourd'hui autochtones au Congo, mais aussi propriétaires de ces pays en cherchant à nous exterminer nous-mêmes propriétaires du pays dans la partie est de notre pays. Je vais continuer avec la lecture, question de plus clarifier la pensée, comme je l'ai dit, de l'auteur, là où il a essayé de signifier. Lorsque Laurent Désiré Kabila et Victor Poyo décident de se servir du territoire rwandais pour préparer la chute du régime de Mobutu, Paul Kagame, à l'époque vice-président et tout-puissant ministre de Défense, a lui un autre objectif: massacrer les réfugiés Hutus installés dans les camps du Congo et s'emparer durablement des ressources minières de ces pays. Cet objectif est clair, même s'il est bien enrobé par un discours sur la fraternité régionale. Les soutiens à la démocratie et tutti quanti, c'est uniquement pour servir son ambition dominatrice que Paul Kagame accepte que le Rwanda serve de base arrière à la création des l'AFDEL, comme je l'ai signifié, Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. Bon, on disait libération, maintenant c'est devenu libération du Congo, hein, comprenez. Il propose également de mettre des militaires rwandais de son armée APR à la disposition de l'AFDEL. Au regard de cette sollicitude, Laurent Désiré Kabila sait à ce moment que l'appui du Rwanda ne relève ni du bénévolat ni de la philanthropie. Mais Kabila mesure-t-il véritablement les conséquences de l'agenda de Paul Kagame et de ses soutiens au Congo-Zaïre? Ça, c'est la question de l'auteur du livre. Certainement pas. Les vieux maquisards étaient davantage préoccupés par la chute de Mobutu et son arrivée à Kinshasa que par les calculs politiques et économiques de Paul Kagame et de ses soutiens occidentaux. Laurent Désiré Kabila considérait vraisemblablement à l'époque ce que Kagame appelait la traque des génocidaires Hutus au Congo comme un moindre mal, eu égard à son objectif principal de pouvoir arracher coûte que coûte. Ça devient sucré en tout cas, ça devient intéressant. Coûte que coûte les pouvoirs détenus depuis 32 ans par le vieux maréchal Mobutu, alors malade. Du côté rwandais, Paul Kagame a pris la peine d'organiser son projet criminel et mis pour cela 2 pôles chargés de mener les opérations au Congo-Zaïre. Il y a d'un côté les Network Commando, une branche de l'APR créée en 1992 dont la mission est de mener des opérations de nettoyage et des actes terroristes contre le Hutu et autres personnes désignées. D'un autre côté, il y a les Directory of Military Intelligence, chargés officiellement des renseignements militaires, mais aussi chargés explicitement du pillage des ressources congolaises.
Les membres de DMI participent donc tantôt aux actions de nettoyage dans les camps des réfugiés Hutus, tantôt aux opérations de pillage des ressources du Congo, comme nous l'avons montré au chapitre 9. Nous allons revenir sur le chapitre 9 pour voir à quoi ressemble cette opinion-là. Toutes ces actions sont supervisées et généralement initiées par les High Command au commandement militaire dirigé par Paul Kagame. L'exécution des décisions est ensuite assurée par l'intelligence office et leurs intelligence staff. Les officiers chargés tant des opérations d'extermination que celles relatives au pillage des ressources au Congo sont au nombre de 3. Donc, on parle ici de ceux qui sont chargés des renseignements, ceux qui sont chargés d'exterminer le Hutu, ceux qui sont chargés des pillages des minéraux. Ils sont répartis au nombre de 3. Leurs noms sont les suivants. James Kabarebe, commandant de toutes les unités de l'APR au Congo-Zaïre. Karenzi Karake, ancien chef de renseignement militaire puis chargé d'opérations au Zaïre. Et Jack Nzinza, ou plutôt Jackson Kurunziza, aux responsables des DMI ayant participé à l'exploitation sauvage de minerais. Ainsi, avant même que l'AFDEL ne commence à remporter des victoires militaires décisives autour des grandes villes du Congo, l'APR s'était déjà mise au travail. Et c'est la commissaire européenne Emma Bonino qui va dévoiler au monde l'ampleur de la stratégie vécue par les réfugiés Hutus au Congo. Peu après décembre 1996, Emma Bonino déclare que plus de 280 000 personnes auraient disparu à l'est de la République démocratique du Congo et que ces disparus correspondent à la population du Luxembourg. Curieusement, c'est au sein même de l'Union européenne que les attaques les plus violentes contre la commissaire européenne fusent. Visiblement, certains soutiens du Rwanda sont gênés par cette mauvaise publicité faite aux extrémistes Tutsis activités et leurs activités, j'allais dire, meurtrières au Congo sous les couverts de l'AFDEL. Ici, en quelque sorte, avant même que le Rwanda désiré n'accède au pouvoir au Congo ou au Zaïre à l'époque, les Rwandais pillaient déjà des minéraux. C'est ça qui me met un peu très mal à l'aise quand j'entends parler des Laurent Désiré comme étant héros national. Je ne refuse pas qu'il y a l'aspect ou un côté positif à sa lutte pour libérer les Zaïre ou peut-être pour faire partie Mobutu qui était déjà affaibli mais qui ne voulait simplement plus quitter le pouvoir. Mais de l'autre côté, il y a plus de négativité dans la lutte ou dans la démarche menée par Laurent Désiré Kabila. Par exemple, là, on nous signifie clairement qu'il n'était pas préoccupé à en savoir plus sur les plans qui étaient cachés derrière les soutiens militaires lui proposés par Paul Kagame. On peut dire que si au moins il avait déployé quelques minimums d'efforts pour savoir pourquoi le Rwanda se désigne-t-il disponible ou disposé à pouvoir nous accompagner, peut-être il aurait fait échapper le pays du calvaire que nous vivons aujourd'hui. Qu'à cela ne tienne, ces histoires qui nous sont racontées dans des livres, des témoignages des gens qui ont vécu la situation nous permettent à nous, la génération actuelle congolaise, de pouvoir nous prendre en charge et de prendre nos responsabilités entre nos mains afin d'éviter que cette situation continue et continue surtout à faire des victimes. Je continue, peuple congolais, pour mesurer l'exactitude des déclarations d'Emma Bonino à ces moments-là. Nous avons préféré donner la parole aux rescapés des massacres des Tingi-Tingi et d'autres camps des réfugiés Hutus au Zaïre. Tingi-Tingi, c'est dans l'est de la RDC. Ils permettent de savoir pourquoi la communauté internationale est restée muette et aveugle devant tant de souffrances humaines. Cette communauté internationale avait déjà choisi ses victimes, les bonnes victimes, celles qui méritaient d'être défendues et dont la mémoire mérite d'être honorée. Les autres victimes étaient pour elles insignifiantes et sans intérêt. Dans son livre « Les oublis des Tingi-Tingi », Charles Siouza raconte comment il a miraculeusement échappé aux poursuites des extrémistes Tutsis de l'APR
qui avait reçu pour mission de nettoyer les camps des réfugiés Hutus. Le 13 septembre 1996, le gouvernement de Kinshasa accusa les rebelles Banyamulenge soutenus par le Rwanda d'attaquer le Zaïre. Le 22 septembre commençait la guerre dite de libération dans la zone d'Uvira. Le camp des réfugiés d'Uvira n'était pas encore attaqué que beaucoup de réfugiés commencèrent à fuir. Certains allèrent dans des montagnes, d'autres se dirigèrent vers la ville de Bukavu. Le 21 octobre, les opérations militaires des rebelles furent dirigées contre les camps d'Uvira. Les camps sautèrent en éclats et des centaines de réfugiés périrent. Les occupants des quelques camps d'Uvira et de la plaine de Ruzizi se dirigèrent alors pour la plupart vers la ville de Bukavu où ils espéraient bénéficier de l'aide et de la protection du HCR ou des autorités zaïroises. C'était une peine perdue. Fin octobre, ils arrivaient par milliers dans la ville de Bukavu, ville frontalière de celle de Siangungu au Rwanda. Le 24 septembre, Bukavu avait déjà essuyé des tirs d'obus en provenance de Siangungu. À cause de cela, les humanitaires plièrent bagages. Ils devaient quitter les lieux au plus tôt pour laisser commencer un épisode, le massacre des réfugiés en toute liberté, loin des témoins humanitaires et des caméras des journalistes. Il fallait d'abord faire taire toutes les voix qui criaient au secours pour les réfugiés. Les cas les plus connus est celui de l'archevêque de Bukavu, Monseigneur Christophe Munzihirwa, assassiné le 29 octobre 1996. Au début des événements, il devait se rendre à Rome pour une rencontre avec les autres évêques, mais il a finalement renoncé à ses voyages pour s'occuper personnellement de la question des réfugiés. On sait que sa voix n'a jamais trouvé d'écho chez ceux qui avaient le pouvoir des décisions. Il a été tué par des militaires du FPR au moment où il venait du monastère des sœurs Moureza pour déposer à Bukavu avec sa voiture une sœur Tutsi d'origine rwandaise. Durant cette nuit même, la ville de Bukavu tomba entre les mains des militaires du FPR venant de Siangungu. Les réfugiés venant d'Uvira, des Nyangezi et des camps proches de Bukavu prirent alors la direction de Kashusha. Il y avait tant de monde qu'il était difficile de trouver une place libre. Au camp de Kashesha et Inera, la déroute était totale, mais nous continuions de nourrir d'espoir d'une éventuelle intervention de l'armée zaïroise. Nous attendions que le grand léopard, le maréchal Mobutu, envoie des renforts pour repousser les rebelles. Il y avait en effet beaucoup de mythes sur la puissance des frappes de l'armée zaïroise à Kinshasa. On parlait des bérets verts, des bérets verts, des bérets rouges, des commandos brevetés des Kotakoli, des divisions spéciales présidentielles, d'avions chasseurs, d'avions bombardiers, mais hélas, rien n'est venu. Le 1er novembre, Miti, localité située à quelques 7 km de Kashusha, où avaient campé quelques centaines de réfugiés en provenance de Bukavu et de ses environs, fut attaqué par les militaires du FPR et leurs alliés Banyamulenge. Un bon nombre de réfugiés furent tués sur les coups, essentiellement par baïonnettes et par des roues usées. Apparemment, les militaires du FPR et leurs alliés ne voulaient pas encore tirer. Un certain Twagiramungu, rescapé de cette boucherie humaine, est arrivé à Kashusha à bout de souffle, annonçant la triste nouvelle. Il venait d'y perdre sa femme et sa petite fille. Nous avions ceux qui attendaient aussi. Le 2 novembre, vers 8 heures, alors que je me rendais aux toilettes, j'ai entendu du côté du camp d'Inera des rafales de mitrailleuses. Que faire alors? Nous hésitions
quand une femme reçut une balle dans la tête et tomba aussitôt par terre. L'enfant qu'elle portait sur le dos n'était pas touché. Il continua de pleurer en baignant dans les sangs de sa mère. Vu la situation dans laquelle nous étions, personne parmi nous ne pouvait se risquer à prendre sur lui cet enfant. Au-dessus de nous, les sifflements des balles devenaient plus nombreux et les shittings étaient troués par les balles de tous les côtés. Je vais essayer de résumer ça rapidement pour expliquer que ça c'est un témoignage en tout cas ça ce sont plutôt des témoignages de rescapés ou des survivants dans des camps de déplacés à l'est du Zaïre, des camps des réfugiés qui venaient du Rwanda pendant que les régimes rwandais de messieurs du défunt ou du feu Habyarimana et Juvenal venaient de tomber entre les mains de Tutsis qui venaient juste d'arriver au Rwanda. Ici, c'est clair que les gens ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Ils s'attendaient à ce que Mobutu intervienne, mais en réalité, je vous l'ai lu dans les mêmes livres, il y a quelques pages en avant, que les Américains avaient décidé que le sort de Mobutu était scellé, qu'une intervention militaire pour secourir et les réfugiés à l'est du Congo et Mobutu serait catastrophique pour Mobutu en premier. Parce que si une intervention internationale venait au secours de Mobutu, ce serait pour éliminer physiquement Mobutu. Et Mobutu qui tâtonnait certainement, je m'imagine, entre secourir ces réfugiés rwandais à l'est du Congo et secourir son propre pouvoir qui chamboulait devant ses yeux et il ne savait plus à quel sein s'est voué. Comme pour dire aujourd'hui, j'ai vu le président du Kenya, William Ruto, qui chante pour sa propre gloire, qui se glorifie, qui pense qu'il est maintenant le meilleur des présidents parce qu'il a été reçu aux États-Unis à la Maison-Blanche. Je rappelle à Ruto et à tous les autres présidents qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre dans la guerre à l'est de la RDC, dans l'insécurité, l'instabilité auquel le peuple vive à l'est du Congo, que Mobutu a été comme vous à une certaine époque. Il a servi la cause de l'Occident du début à la fin, mais vers la fin de son pouvoir, il était non grata, il était devenu un homme à abattre à tout prix. Et tous les services qu'il a dû rendre à l'Occident pendant plus de 30 ans étaient tombés dans les lacs de l'oubli. Mobutu a commencé à pleurer et à regretter pourquoi il a passé tous ses temps à servir l'homme blanc et non pas servir ses propres compatriotes africains et zaïrois à l'époque. Maintenant, aujourd'hui, nous devons comprendre que ce qui se passe n'est que les recommencements de certaines situations qui ont eu lieu il y a quelques années en arrière. Si nous ne levons pas, si nous croisons les bras et nous attendons à ce que cette communauté nous vienne en aide, ça risque d'être le cas comme en 1996. Tout ce que nous devons faire, c'est de pouvoir nous lever, nous battre, chacun en ce qui les concerne, peu importe le moyen qu'ils ne peuvent pas être suffisants, mais battons-nous pour libérer notre pays. Sinon, l'éternel recommencement sera fait et les Congolais n'auront que les yeux pour pleurer. Je ne le souhaite à personne, c'est comme ça que je partage le contenu de ces différents ouvrages pour permettre à tout le monde d'être éclairé sur la petite histoire à l'est de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle session de podcast. Laissez vos avis en commentaire et suggérez-nous quels sont les ouvrages que vous pensez être utiles pour le peuple congolais dans la quête de la connaissance sur l'histoire de la guerre à l'est de ces grands pays d'Afrique centrale. Merci et j'espère que cette édition vous a plu. Je le saurai à travers vos commentaires. À la prochaine.